Nous accueillons avec plaisir en ce jeudi chez Agora ici Télévision M. Ammar Aitamer, auteur originaire de la Kabylie en Algérie. M. Aitamer est docteur en littérature française. Il enseigne et il consacre son temps libre à sa passion qui est l'écriture. Il a publié 3 romans. Le premier est Celle qui dit non, puis La Plumaison et tout récemment L'âme à l'étroit, publié chez L'Harmattan en 2022. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Amer. Merci. Ça fait plaisir de vous accueillir. On va parler de vos romans là. Je les ai là. Celui-là, c'est le tout dernier, L'âme à l'étroit dont je viens de parler, publié chez L'Harmattan, c'est votre tout récent. Puis, il y a lui là, Celle qui dit non. Ça, c'est le premier, suivi de Plumaison. Alors, ce sont des titres aussi, il y a une certaine originalité. Bon, on va récapituler, si vous permettez, avec les 2 premiers, Celle qui dit non. Quel est le contexte de ce roman et c'est quoi la thématique justement qui vous a motivé à l'écrire? C'est la thématique, c'est toujours la même qui me motive, c'est la thématique humaine. Ça m'intéresse donc tout autour de moi, les personnes qui vivent autour de moi, ce que je vis, ce que je vois. Et puis, après, le roman, il parle d'une situation où il y a un imam qui arrive dans un village kabyle. Il arrive avec son intention de changer en quelque sorte la conception d'une religion qui était là depuis 14 siècles. Et puis il y a une confrontation entre lui et une jeune étudiante qui voulait plutôt dire que c'est un peu exagéré. Ça s'est passé comme ça à peu près. Donc l'étudiant, c'est une réactionnaire qui s'est opposée, on va dire, peut-être à une certaine façon de faire de ce monsieur. Oui, elle a compris en quelque sorte qu'il n'avait pas des motivations religieuses, plutôt des motivations politiques. Alors donc elle s'est dressée contre lui de façon, moi je dirais plutôt de façon révolutionnaire. C'est-à-dire, en plus son opposition, c'est pas une confrontation directe, c'est qu'elle a dit voilà, lui il voulait s'accaparer quelques segments de la société, elle s'est dit moi je vais m'opposer par la culture. Et donc il y avait 2 confrontations. Il y avait cette confrontation entre 2 visions, en quelque sorte, 2 visions de la société, 2 visions du monde. Mais bon, reste comme ça, c'est pas un roman manichéen où on a des personnages, un côté bon, un côté mauvais. Non, c'est une histoire que moi j'ai essayé de raconter, une histoire amusante, drôle, qui captive qui fait plaisir au lecteur, c'est beaucoup plus ça. Globalement, voilà, on dit qu'il y a une confrontation entre 2 personnages, mais c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus. Publié chez Édition Richat El Sam, Celle qui dit non, donc c'est votre premier. De notre invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, Ammar Aitamer. La Plumaison, c'est votre deuxième. Alors là, cette couverture avec ces 2 oiseaux-là est très expressif. Hein. La Plumaison, ça doit être un sens figuré peut-être. Voulez-vous nous en parler? Oui, en fait, La Plumaison, le titre il a 2 significations. La première, c'est une signification ludique parce que dans le texte, il y a des personnages, des jeunes adolescents qui jouent aux cartes et le geste du distributeur des cartes rappelle les enfants qui déplument les oiseaux. Oui. Après, il y a un sens métaphorique. Le personnage, réellement, il s'est fait déplumer en quelque sorte, un processus de plumaison qu'il a subi. Tout au long du roman. Voilà, tout au long du roman. Et pour moi, c'est aussi un titre métaphorique. Oui. Déplumer quelqu'un, le volet, alors qu'il est en train de voir ça là de manière de visu, de manière réelle. Il vivait effectivement le processus de plumaison qu'il avait subi. Il ne pouvait rien contre ça. Oui. C'était un personnage, en quelque sorte, portrait d'un jeune jeune algérien, au Kabyle, algérien, qui a vécu la période de terrorisme. C'est-à-dire, on arrive à 20 ans et puis il y a on appelle ça la décennie noire. La décennie noire qu'on appelle communément. Et donc, voilà, ce jeune homme, en quelque sorte, il s'est fait plumer de tout ce qu'il avait de cher. Oui, donc, c'est une descente aux enfers, là. Et il lutte contre ça, donc, juste pour non pas se venger dans le fond, mais pour avoir raison quelque part et pouvoir récupérer ses biens quelque part, la Plumaison. Pour sortir la tête de l'eau, en quelque sorte. Pour sortir, sortir la tête de l'eau, c'est comme s'il était pris dans des vagues comme ça, qui le dépassaient. Mais c'est sûr que quand on est pris dans la vague déferlante de l'histoire, on est tous dépassés, mais chacun essaye
sauver un peu. Mais... De s'en sortir à sa façon. Puis Oui. on arrive à votre tout dernier. Bon, L'âme à l'étroit. Une bonne lecture, publiée chez l'Harmattan en 2022. Bon, on va rappeler le contexte brièvement. Début des années 90, il y a beaucoup d'Algériens, des milliers d'Algériens. Ils sont partis là à cause de la décennie noire. Il y avait la guerre là. Donc des Kabyles qui émigrent au Canada et dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, d'oublier tout ça là. Mais cette épreuve d'exil ne va pas laisser leur âme indemne. Surtout une épreuve d'immigration et d'exil. Hein, ça peut marquer au fer rouge, comme on dit, et ça peut avoir un impact extraordinaire. Mais c'est un beau récit aussi sur l'écartèlement et la réalité de l'exil de tout immigrant. Quelle est la part de réalité dans ce roman, M. Haytamer? Vous voulez dire la part... la part de réalité, oui. c'est pas la part autobiographique oui. que vous voulez dire, mais c'est-à-dire qu'est-ce que la réalité autour de moi, que j'ai connue, que j'ai observée, qui m'inspire. Je peux dire qu'il y a une grande part de réalité. Okay. La situation que vivent les personnages, c'est des situations que n'importe qui peut dire facilement, soit j'ai vécu ça, soit j'ai entendu quelqu'un me raconter quelque chose de similaire ou quelque chose ça, c'est automatique, proche. parce qu'en lisant ce roman, les gens qui vont le lire, ils vont se dire, bon, j'ai peut-être vécu ça, moi aussi, là. Cette promenade sur Sainte-Catherine, ces rencontres, quelque part. Oui, il y a aussi effectivement de Sainte-Catherine, il y a des lieux que j'ai cités à dessein. Pour moi aussi, c'est un livre sur Montréal. Oui, c'est une ville que j'aime beaucoup et où j'ai la chance de vivre. En toute franchise, c'est une ville que j'aime. C'est moi aussi que... donc le roman, c'est sûr qu'il raconte l'immigration, mais je pense que quand on le lit, si on n'a jamais visité Montréal, on a déjà une idée, bien sûr. C'est une vision subjective de la part du personnage, parce que le roman, il est un peu comme un journal intime d'un jeune qui est immigrant. Il parle de Montréal, et puis voilà. Comment il reçoit Montréal. Mais surtout aussi, comme on peut le constater, il y a ce regard, le regard des gens donc, envers lui, comment lui, il pose ce regard justement sur Montréal. Très bien, on va faire une pause, on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, M. Ammar Haytamer, auteur de 3 romans, dans le tout dernier, L'âme à l'étroit. On vous revient tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, avec notre invité d'aujourd'hui, M. Ammar Haytamer. On parle de ses romans, mais spécialement son tout dernier, L'âme à l'étroit, publié chez l'Harmattan. C'est assez récent, en 2022, donc un roman inspirant sur un parcours. Bon, le narrateur, au début, quand on lit ça, on voit que... On sent cette tendance du narrateur à vouloir se libérer, cette tendance à se libérer des contraintes. Il se sent bien, finalement il est chez lui, finalement il n'y a pas de contraintes, finalement il n'y a personne qui va lui dire fais ceci ou cela. Mais à ce moment-là, au fil de la lecture, on a l'impression que parfois c'est l'immigration et parfois c'est l'exil. Je ne sais pas si on peut faire la nuance entre les deux. Est-ce que vous faites la nuance entre les deux, M. Haytamer? Mais oui, certainement. L'exil, c'est une peine de bannissement qu'on impose à quelqu'un qui ne veut pas du tout, mais ça peut être une peine de bannissement limitée dans le temps, ça peut être pour de bon. Mais je pense que le personnage, ce n'est pas un exilé, c'est un immigré. C'est-à-dire qu'il a choisi lui-même de partir, même si... Volontairement. Volontairement, bien sûr. Comme la plupart d'entre nous, nous avons décidé de partir, même s'il y avait des contraintes. Mais exil, c'est vrai qu'on l'emploie assez souvent, mais le sens premier de exil, c'est une peine de bannissement. Donc, à mon avis, c'est inapproprié dans ce contexte. Mais moi, je parle d'immigré. D'immigré qui va découvrir un autre pays que le sien en s'y établissant. Puis il rencontre plusieurs personnages, ce narrateur. Donc il y a plusieurs personnages qu'il rencontre. Bon, au début, c'est normal, on fait des rencontres, que ce soit des communautés ou que ce soit des gens du Québec. Alors Hélène, Francine, Sylvain qu'il rencontre quelque part dans un bar. Qu'est-ce qui vous rapproche de ces personnages ? C'est des personnages qui vivent autour de moi. Ça fait plus de 10 ans que je vis dans cette société. Donc je côtoie ces personnages, je les connais.
pas des personnages que je connais, que j'ai mis dans mon roman, mais je suis inspiré par tel ou tel personnage, c'est-à-dire de la réalité quotidienne que l'on vit. Ça vient de là, c'est des personnages que j'ai vus, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé à Montréal. Oui. Voilà, donc c'est des rencontres préliminaires dans un premier temps. Mais surtout avec Sylvain, c'est la découverte de l'amitié hors frontières. C'est-à-dire là, en s'y installant, bon, là, on fait la rencontre de quelqu'un, un Québécois, il est Québécois, né au Québec. On fait la rencontre d'une nouvelle personne, mais aussi de certaines valeurs, parce qu'à ce moment-là, les valeurs sont mises en valeur, si on peut le dire comme ça. À quel point est-ce qu'on peut parler ici d'entrecroisement des valeurs? Est-ce que vous avez senti ça? Est-ce que ce personnage a finalement tenté de montrer que bon, les valeurs des gens qui sont ici ne sont pas les valeurs des gens qui viennent s'y installer? En fait, il y a une rencontre, il y a une relation ambiguë entre les deux personnages parce que, c'est-à-dire la communication verbale, elle peut se faire, mais profondément, la communication profonde, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des sous-entendus qu'on ne comprend pas tout à fait de la même façon. Il y a la difficulté de communication. C'est sûr, entre lui et Sylvain, la relation était ambiguë dès le début parce que l'un, il comprenait une chose, l'autre, il comprenait autre chose. Mais ça ne les a pas empêchés d'être des amis, de continuer comme ça. Mais comme le personnage immigré vient d'un autre milieu culturel, donc il y a certains codes qu'il ne comprend pas. Et ça ne l'empêchait pas de vivre, mais parfois il faisait du mal autour de lui par ce comportement de façon inconsciente. C'est inconscient, c'est involontaire. Inconscient, oui. C'est inconscient. Ce qu'il a fait, il se rendait compte, après à la fin, il va se rendre compte qu'il a fait du mal autour de lui de façon inconsciente. Il ne voulait pas, dans le fond. Oui, par des bourdes, par des mots, par des plaisanteries que les gens comprennent autrement. C'est toute cette subtilité au niveau de la communication qui, au début surtout, lui a échappé. Lui a échappé au début, très bien. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, de nous mettre au parfum de ce roman avec un extrait de votre choix, M. Heithammer. Un extrait de ce livre, L'âme à l'étroit, chez l'Harmattan. C'est à vous. Alors là, le personnage, c'est une femme qui raconte, parce qu'il y a beaucoup de personnages et il y a beaucoup de visions d'immigration et chaque personnage, comment il la voit. Et ici, on a donc, c'est un personnage d'une femme, d'immigrante qui parle. D'accord. Et elle parle de son expérience dans son couple. Alors, avec la pression au travail, les enfants, les tâches ménagères, la routine et tout ce qu'il me fait subir, j'ai fait une dépression. Elle parle de son conjoint. Je dormais toute la journée, je laissais tout en l'état et rien ne bougeait dans la maison. Lui, il ne savait plus quoi faire. Il a fallu l'intervention d'une travailleuse sociale pour l'aider à tenir un peu la baraque. Pendant que j'étais alité, j'étais partagé entre la pitié pour mes enfants que je voyais livrés à eux-mêmes et la rage impuissante devant son inaction. Au creux de ma maladie, ma décision a été prise et je la savais irrévocable, plus jamais de vie avec un type pareil. Quand j'ai repris un peu mes esprits, j'ai mis mon plan en exécution. Ma demande de divorce, il l'avait reçue par courrier recommandé de la part de mon avocat. Je n'oublierai jamais le sentiment de revanche que j'avais éprouvé le jour où il était venu vers moi, tout pâle, la lettre ouverte dans ses mains qui tremblaient. Il espérait que cela fût une plaisanterie. Il a invoqué les enfants, la famille, les années passées ensemble. Moi, j'étais fermé à toute discussion. J'avais ouvert une seule fois la bouche pour lui conseiller de prendre un avocat de son côté. Pour la première fois de ma vie, j'avais agi comme une reine, en toute liberté et avec l'élégance d'une personne sachant profondément ce qu'elle veut. Au tribunal, la juge comprenait parfaitement ce que je vivais. Tout au long de mon témoignage, que j'exagérais à dessein, elle hochait la tête et m'encourageait à poursuivre. Quand j'avais fini de vider mon sac, j'aperçus un léger sourire sur ses lèvres et j'avais compris qu'elle accédait à ma demande. Par son sourire, elle me disait en langage entre femmes « Je mettrai fin à ton calvaire ». Vive la culture nord-américaine. Crois-moi, toutes les femmes devraient naître et grandir ici. Magnifique. Il y a cette mise en œuvre de ce déchirement familial que vivre, mais c'est vraiment bien décrit dans la réalité. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de couples qui vivent ces difficultés. Tout à fait. C'est sûr que c'est romancé, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça parle de l'immigration ici. Comment... C'est-à-dire la vie des immigrés ici. Oui. C'est sûr que ces personnages ne représentent pas toute l'immigration, mais je suis sûr que tous les immigrés peuvent se reconnaître facilement dans ces personnages, ou au moins
comprendre parfaitement ces situations parce que soit ils les ont vécues, soit Oui. ils voient autour d'eux ce qu'ils Oui. y vivent. Oui. Voilà, j'estime que la lecture de ce roman, je pense que ça peut facilement donner une bonne vision de ce que vivent les immigrés Exactement. ici. Un topo, c'est un topo sur des choses là qui sont vécues. Même on peut même les entendre dans un bus ou carrément avec des amis dans un café, mais ça c'est du vécu, exactement. Encore une pause et on revient tout de suite, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion aujourd'hui chez Agora, ici Télévision. Monsieur Ammar Itamer, on parle avec lui de son roman. Donc vous avez dû entendre tout à l'heure cet extrait-là, L'âme à l'étroit. On parle de cette description, même je vais dire calquée intégrale sur la réalité. C'est des choses qu'on peut vivre, qu'on peut voir. Pas seulement qu'on peut voir, mais c'est vécu. La réalité d'une communauté, la déchirure de famille, les enfants, comment ils... C'est beaucoup de codes à briser, c'est beaucoup de codes à assimiler surtout et à comprendre. Bon, on ne va pas tout dire sur votre roman, là, parce qu'il faut qu'on laisse les gens l'envie de le découvrir. Mais l'amitié avec Sylvain, on va dire un mot sur Sylvain. L'amitié avec lui passe à un autre stade à un moment donné, sans même le consentement du narrateur qui découvre son homosexualité. Ouais. Mais il y a une violence qui va se dégager après le narrateur ne savait même pas ça, mais cette violence, elle est comme innée. Comment l'expliquer justement? Cette violence, c'est une violence qui, bon, je rappelle, c'est-à-dire, ils vivaient ensemble. Sylvain, c'était un homosexuel qui vivait dans le village gay, dans Lyon-Blanc. Village gay, c'est à Montréal. Et lui, il vivait en colocation avec lui. L'émigré vivait en colocation avec lui, mais il ne comprenait rien du tout. Et il croyait que c'était son ami, ils vivaient ensemble, et puis c'est tout. Donc, à un certain moment, il a essayé de l'embrasser. Et la réaction de l'émigré, c'est une réaction, on peut dire une réaction atavique. Il ne savait pas comment il a réagi. C'est comme si, chez nous, vous savez très bien que les homosexuels, comment ils sont vus de façon... C'est comme si l'incarnation de diable. Donc, certainement, c'est la profondeur de ça, c'est peut-être le refoulement. Il a été surpris par sa violence lui-même déjà. Et comme il l'a embrassé comme ça, sans son consentement, et directement, il l'a agressé physiquement. Et avec des coups de poing. D'ailleurs, lui-même, à la fin, il se disait, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire, je frappais, c'est comme si quelque chose qui me disait d'arrêter, mais quelque chose qui me poussait encore et encore. Pourtant, c'est quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Ils étaient très bons amis. Ils ont vécu de très, très bons moments ensemble. Mais ce geste-là, ça a fait sortir en quelque sorte la violence atavique chez lui. Oui, exactement. Ça a fait sortir une violence complètement inattendue. Vous qui êtes installé ici depuis plus d'une décennie, on va dire, au Québec, est-ce que c'était facile pour vous de briser ces codes et de les comprendre, M. Itamer? Facile, non, mais en fait, je suis venu déjà d'une autre immigration parce que je suis passé par la France, donc j'ai découvert une société occidentale avant de venir ici. Mais quand on vient de l'Europe à l'Amérique du Nord, c'est aussi une autre immigration quand même, c'est une autre découverte. Je veux dire facile, non, mais ça n'a pas été dramatique non plus. C'est sûr que parfois il y a des malentendus, parfois j'ai fait quelques bourdes comme mon personnage aussi. Il faut faire des erreurs dans la vie pour apprendre. Voilà, mais il n'y a rien de grave, c'est que j'ai pas eu vraiment de problème d'adaptation particulier. Très bien, donc chacun, parce que justement ça dépend de la sensibilité de chacun, comment il va prendre ça et comment il va le comprendre, et comment il va assimiler ça. Puis, pour l'écriture aussi, parlons de l'écriture, de ce roman, de vos romans. J'imagine que celui-là, vous l'avez écrit ici, à Montréal, le tout dernier, L'âme à l'étroit. Les trois, je les ai écrits ici à Montréal. Vous l'avez écrit ici à Montréal. Comment est-ce que vous voyez l'insertion des auteurs issus des communautés culturelles à Montréal et au Québec? Pour mon cas, je vous dis, c'est vraiment pas facile parce que je comprends, c'est une société où il faut avoir beaucoup de réseaux. Moi, je n'en ai pas tant que ça. C'est sûr que pour un auteur, on voudrait bien avoir un peu plus de promotion. Pas pour ma propre personne, pour avoir des retours au moins, savoir ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'il faut améliorer, parce que quand on écrit, on voudrait bien être lu. Mais moi, je trouve que c'est un peu difficile parce que
Il y a beaucoup de personnes qui écrivent, mais on les invite très rarement. Oui. On ne les voit pas, par exemple, dans l'espace culturel Oui. québécois. Pas assez, à mon avis. D'où le terme qui a été conçu et qu'on entend beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire qu'ils sont invisibilisés. Vous êtes d'accord avec ce terme, M. Aïtamer? Ils sont invisibles, ça, c'est sûr. Invisibilisés, je ne sais pas ce que c'est invisibilisé dans le sens, c'est comme s'il y avait une stratégie de les rendre invisibles, peut-être, je ne sais pas, mais invisibles, je suis tout à fait d'accord. Oui. Oui. Peut-être bien aussi qu'il y a un certain effort à fournir, hein, n'est-ce pas? Certainement. Peut-être comme mon personnage, il y a certains codes, je ne sais pas. On sait très bien que c'est une société où le réseautage joue beaucoup. Oui. Et donc après, il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui veulent faire, il y a des gens qui ont des réticences par rapport à ça. Parce que vous savez, quand on vient d'une culture nord-africaine, ce réseautage, pas quelque chose qui est bien vu tout le temps, en quelque sorte. Faire sa propre publicité, c'est un peu à la limite de l'indécence, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Oui. Mais il semble que quand même faire la promotion de son ouvrage n'est pas interdit, n'est pas illicite. Mais c'est juste peut-être une question de culture, parce qu'ici, il y a des gens qui s'auto-éditent et ils font tout eux-mêmes. Non, c'est ce que je vous dis, effectivement. C'est-à-dire, on vient d'une culture où l'autopromotion n'est pas bien vue. Oui. Par contre, ici, elle est vécue naturellement, même elle est encouragée. C'est un élément positif, c'est-à-dire de s'autopromouvoir. Oui, pourquoi pas, et même c'est une qualité. Oui. Donc, voilà, c'est sûr, il y a ces décalages. Après, il y a ceux qui veulent faire leur autopromotion, on ne sait pas comment, ou on n'a pas la possibilité. C'est pas ceux qui ne sont pas connus, ça ne veut pas dire qu'ils ont choisi. Oui, ce n'est pas un choix exactement. Oui. Il y a l'UNEC, l'Union des écrivains québécois, ici, qui donne aussi des trousses de promotion pour les gens qui écrivent. Bon, enfin, c'est généralisé, hein, c'est l'Union des écrivains québécois, puis qui ont réussi aussi à avoir des acquis dernièrement, surtout pour la reconnaissance des droits d'auteur et le statut d'artiste et le statut d'écrivain. C'est un beau débat dernièrement à ce niveau. Il y a certaines structures aussi au Québec. Bon, chacun donc essaie de faire l'effort qu'il tente. L'âme à l'étroit de notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Amar Aïtamer, que voici. On va prendre vos projets d'avenir. Est-ce qu'il y a un projet d'écriture qui s'en vient? Oui, je suis en train d'écrire un roman. J'en suis presque à la fin, mais bon, le roman, tant qu'il n'est pas édité, il n'est pas fini. Tant qu'il n'est pas édité, donc il est en cours de conception. Voilà, Alors, je vous souhaite bonne chance pour ce qui va suivre et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Et prochain rendez-vous, jeudi à 15h30 chez Agora avec ICI Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.